Bonjour, Général Dominique Trinquant. Bonjour. Depuis fin décembre, les frappes de missiles se sont intensifiées entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que ça veut dire que la guerre prend un nouveau tournant, un tournant désormais dans les airs? Alors écoutez, il y a un an, il y avait beaucoup de frappes de la même façon. Les Russes cherchaient à frapper la population civile, singulièrement les moyens produisant de l'énergie, souvenez-vous, il y a un an exactement. Simplement, il y a un an, on avait eu beaucoup de chance parce qu'il n'y avait pas eu un hiver très froid. Et donc, les Ukrainiens avaient surmonté cet hiver. Cet hiver, d'abord, il fait beaucoup plus froid, il fait -15 à peu près là-bas, c'est le premier point. Deuxièmement, l'usine de production de drones et de missiles Mhm, russes s'est remise en marche mhm. et donc produit beaucoup. Et donc, en fait, ce sont des frappes de saturation, c'est-à-dire qu'on envoie beaucoup de drones et de missiles sur les objectifs, de façon, d'une part, à ce que certains arrivent à passer. La défense antiaérienne ukrainienne n'arrive pas à tous les arrêter, donc destruction. Et d'autre part, à faire une consommation de munitions antiaériennes importante de la part des Ukrainiens, de façon à les épuiser. Et on C'est sait que, ça l'objectif. voilà, C'est d'épuiser les stocks. d'épuiser Voilà, les exactement. stocks et les Ukrainiens, Voilà, parce qu'on sait très bien que les Ukrainiens dépendent, pour l'armement antiaérien au bien moins, sûr. beaucoup des Occidentaux, que autant les obus de 155, et pourtant c'est difficile à produire, mais alors les missiles, c'est encore plus compliqué. Pour un missile, il faut plusieurs semaines pour fabriquer un missile. Oui. Et donc, la fabrication, l'usine de guerre européenne n'est pas au même rythme que l'usine de guerre russe. Et les États-Unis commencent à avoir épuisé leurs stocks, et donc ils ont du mal, eux aussi, à faire remonter les stocks. On y reviendra effectivement. La Russie s'est mise en économie de guerre, donc Complètement. c'est ce qui explique aussi la puissance de feu. Néanmoins, les Ukrainiens ont répliqué, notamment sur cette ville en Russie qui s'appelle Belgorod, hein. Ça a fait 25 morts. Il y a eu quelques évacuations, une rentrée scolaire qui a été reportée. Ça fait un petit peu peur à Vladimir Poutine, ce genre de bombardement. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que, si vous voulez, la ligne de défense russe entre le Dniepr et Kharkiv tient. Et elle tient depuis le mois de juin. Donc les Ukrainiens n'ont pas réussi à percer. Donc ils cherchent d'autres opportunités. Ils cherchent des Mm, ouvertures, comme on mm. dit quand on joue aux cartes. Et donc l'ouverture, c'est Belgorod, au nord, je vais en parler, et puis la Crimée. On en parlera Voilà. effectivement tout à l'heure. Et au nord, Belgorod, pourquoi Belgorod? D'abord, très proche de la frontière, bien sûr. Oui, c'est Et quoi? 35 kilomètres, hein, bien c'est sûr, ça? C'est une ville de 300, un peu plus de elle a 300 été 000 très attaquée dès le habitants. début Mhm, par un raid d'hélicoptères mhm. ukrainiens, on s'en souvient. Elle a été attaquée aussi par des opposants russes qui étaient en Ukraine, qui sont rentrés en Russie. Donc cette ville, en fait, c'est un nœud logistique. D'où l'intérêt de cette ville. C'est par là que la logistique, arrivant du nord, arrive. Et donc c'est pour ça que les Ukrainiens frappent beaucoup Belgorod. Alors, certains observateurs pensent que cette vague d'attaques russes va durer un peu jusqu'au 17 mars, parce que le 17 mars, c'est l'élection présidentielle de Poutine. L'idée étant, en fait, qu'il ait quand même la maîtrise de ce qui se passe pour pas être, comment dire, que ça déteigne un peu sur sa campagne, même si on sait qu'il va être élu à la fin, que ça déteigne en tout cas sur son parcours. Ce que Vous Poutine ne partagez veut ce point de pas, vue? pardon? Vous partagez ce point de vue? Oui, je pense que Poutine ne peut pas se permettre d'avoir une défaite avant le 17 mars. Imaginez. Sans parler de défaites, d'avoir des défaites ou des Oui, mais s'il n'y a bombardements. pas de défaite, si vous voulez, il arrivera toujours à embobiner tout le monde en marquant qu'il a la victoire, qu'il tient, que les combattants victorieux, etc., etc. Le langage de Il a Poutine, besoin on de le ce connaît. narratif. Oui, il a besoin de ce narratif. Mais tant que les Russes tiennent, il peut prétendre qu'il a la victoire. Mhm. S'il y avait une percée quelque part, s'il y avait une action majeure, le pont de Kerch, d'un seul coup devenu totalement inutilisable, la flotte russe qui a déjà quitté Ouais. la Crimée, qui puisse avoir encore deux, trois bateaux qui soient coulés, Belgorod qui devienne vraiment l'objet de frappes régulières, voire d'une attaque à l'intérieur, tout ça, ça n'est pas possible pour Mhm. l'élection. Donc ce qu'il lui faut, lui, c'est tenir. Tant qu'il tient jusqu'au 17 mars, c'est dans pas très longtemps, hein, Oui, c'est dans euh, 2 mois finalement, voilà, hein. il est capable
de tenir le langage et de s'orienter vers un autre langage sur ses communications avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Iran, avec les pays du Moyen-Orient, ce qu'il a fait, les voyages qu'il a fait il n'y a pas très longtemps. Les BRICS, puisque les BRICS maintenant ont augmenté le 1er janvier, il y a de nouveaux pays BRICS. Et la Russie est secrétaire générale des BRICS. Donc il a un rôle clé à jouer là-dedans. Donc il va mettre en musique tout ça pour bien montrer que il faut se souvenir quand même Il reste puissant pour montrer ça. qu'il reste puissant, parce que il faut quand même se rappeler de ce qui s'est passé au mois de juin. Au mois de juin dernier, On parle de Prigojine. Prigojine, il était quand même un peu blême. Le président Poutine a vu passer le vent du boulet très près de sa tête. Maintenant, c'est le roi du pétrole. C'est le cas de le dire, de pétrole et de gaz. Donc, il est capable de montrer qu'il gagne, même si sur le fond, et je le répète et je le martèle, il a perdu la guerre pour laquelle il s'était engagé. Je rappelle que la guerre qu'il avait engagée le 24 février il y a 2 ans, bientôt 2 ans, c'était de déstabiliser complètement l'Ukraine et que le pouvoir ukrainien soit vassal de la Russie. Ouais. Ça, il l'a raté. Alors tous les gens nous disent, mais il l'a raté, mais il n'y arrivera pas. Si vous voulez, un certain nombre de gens très pro-Poutine me disent, mais il n'a jamais voulu faire ça. Je dis, mais pourquoi les chars russes, ils sont allés à Kiev, c'est pour faire du tourisme ? Non. Évidemment que c'était son objectif. Cet objectif, il ne l'a pas réussi, donc il faut marteler qu'il n'a pas gagné, que ça a été un échec pour lui. Maintenant, le problème, c'est la victoire ukrainienne. La victoire ukrainienne, c'est de rétablir, c'est ce que dit le président Zelensky tout le temps, rétablir les frontières internationalement reconnues en 91. Or ça, je ne suis pas très très sûr que les Ukrainiens soient en mesure de le faire aujourd'hui. Donc, par leur propagande, les Russes vont pouvoir dire « on a gagné », même si c'est faux, donc il faut répéter que c'est faux. Mais l'armée ukrainienne n'a probablement pas la capacité de retrouver les frontières, mais si elle arrive à rendre la Crimée totalement inutilisable et Belgorod totalement inutilisable, après ça, c'est de la communication. C'est pour ça que le président Zelensky dit que son objectif, c'est la mer Noire, en fait, et la Crimée. C'est ça l'idée, c'est de concentrer ses efforts sur ce côté-là de la région, en fait, avec le fameux pont de Kerch. Bien sûr, imaginez-vous, c'est quand même extraordinaire. L'Ukraine n'a pas de marine. Sans marine, elle a chassé la marine russe de la mer Noire, qui se retrouve sur les ports russes. C'est un succès à mettre du côté des Ukrainiens. Bien sûr, il faut rappeler que la Crimée, je lisais un livre d'histoire il n'y a pas très longtemps, la Crimée a été conquise par Catherine la Grande, comme Odessa d'ailleurs. Pourquoi ? Potemkin lui a construit une marine en quelques mois, c'était pour la marine. Or cette marine, maintenant, elle a été obligée de reculer. Donc c'est une défaite cinglante pour Poutine, il faut le rappeler. Les États-Unis disent que les Russes subissent beaucoup de pertes humaines. Je crois que c'est 900 morts tous les jours. Ce serait depuis presque 2 ans 315 000 de mémoire morts et blessés. Ces cercueils de soldats qui rentrent au pays. Est-ce que ça, c'est pas un point qui peut être très compliqué pour Vladimir Poutine auprès de sa population ? Alors d'abord, sur les chiffres, c'est extrêmement difficile de savoir. Les Américains, évidemment, ont tendance à augmenter le chiffre. Mais c'est extrêmement difficile de savoir. En tout cas, on sait que, néanmoins, que les pertes sont importantes. Les Ukrainiens aussi. Et donc, on a 2 pays qui sont en train de saigner à blanc leur jeunesse. Plus la jeunesse russe que la jeunesse ukrainienne. Pourquoi ? La moyenne d'âge de l'armée ukrainienne est de 43 ans. Aujourd'hui, on est en train de parler d'abaisser l'âge de 27 ans à 25 ans. Oui. Ça veut dire que les jeunes ont été, pour l'instant, protégés. Pourquoi ? Parce qu'un pays, c'est quoi ? C'est sa population, c'est pas le territoire. Et la population ukrainienne est dans un sale état, permettez-moi de vous le dire. Taux de fécondité 1,2. Donc, l'Ukraine, qui était à 52 millions d'habitants avant les années 90, est maintenant à peu près à 32 millions. Donc c'est une catastrophe. Alors la Russie aussi a ses difficultés. Mais, bon, le réservoir en Russie est plus important. Le réservoir est plus important. Voilà. Mais néanmoins, les cercueils qui rentrent au pays, ça, c'est... Alors, les Russes ont pris des mesures draconiennes. Quand vous avez, par exemple, une brigade qui recrute dans un même village, vous ne pouvez pas ramener tous les morts le même jour, pour qu'il n'y ait pas un effet de masse. Vous les égrenez, vous les mettez un peu plus longtemps. En plus, le carnet de chèques arrive derrière pour payer les parents. Alors, quand vous êtes en Bouriatie ou dans des provinces éloignées,
vous pouvez tenir ça loin des caméras d'abord, et puis ensuite, ce sont des gens assez pauvres. Et donc, d'avoir de l'argent peut un peu panser les plaies, sachant qu'ils ont des grandes familles. Ailleurs, c'est pas le cas. Moscou-Saint-Pétersbourg, pour l'instant, ont été préservés. Le jour où Moscou-Saint-Pétersbourg, et en particulier la jeunesse dorée de ces villes-là, pourra être touchée, ça va créer un autre séisme au sein de la Russie. Le chancelier allemand Scholz s'est emporté lundi dernier dans un discours contre les prévisions d'armes beaucoup trop faibles d'une majorité d'États membres. Il vise qui, le chancelier Scholz? Alors globalement, tous les pays européens. Il faut rappeler simplement que les armes qui ont été fournies à l'Ukraine, vous avez 2 types d'armes. Vous avez les armes qui étaient en stock, ex-Union soviétique. Les Allemands avaient plein d'armes qui dataient de l'Allemagne de l'Est, la République tchèque, les pays baltes avaient plein d'armes. Avec des munitions de type soviétique, 122, 152 pour les munitions d'artillerie. Donc ils ont pu les fournir tout de suite. Mais ça, c'est épuisé. Donc ensuite, il faut fournir l'armement moderne. Or, les dividendes de la paix, pendant 25 ans, nous avons cru que la guerre n'était pas possible. Donc les armées se sont réduites considérablement. Et ça, je parle pour l'Allemagne, pour la France, pour tous les pays, l'Italie, l'Espagne, tous ces pays-là. Donc là, il faut remettre la machine en route. Et donc une industrie. Voilà, une industrie de défense. Or, les industries tenaient beaucoup, en fait, grâce à l'export. Et aujourd'hui, eh bien, il faut arriver à changer de curseur, augmenter. Alors, pour les obus de 155, monsieur Thierry Breton insiste en disant on arrivera à fournir les 1 million d'obus pour lesquels nous nous sommes engagés. Je ne sais pas si ça sera vrai, mais vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un obus de 155, c'est pas seulement le corps de l'obus qui est fait dans une fonderie dans la région de Tarbes, c'est aussi la poudre, c'est aussi la partie cuivre, par exemple, ou les parties de poudre qui initient les choses, les amorces. Or ça, nous avions aussi, et j'ai répondu à une commission parlementaire sur ce sujet-là, nous avions aussi des barrières qui nous étaient mises par l'écologie en Europe. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer pour recommencer à produire. Et on n'y arrive pas très rapidement. Et c'est vrai, on n'est pas aussi bon que la Russie, où avec un gouvernement dictatorial qui peut produire et qui a des stocks gigantesques. Moi, je suis allé en Russie, il y avait des stocks d'armement, il faut les remettre à niveau, quoi. Nous, on n'en a pas. Les seuls qui en avaient un peu, c'est les Allemands. Et ils sont en train de les fournir, mais ils mettent beaucoup de temps. Et semble-t-il, ça casse beaucoup. Les Ukrainiens se plaignent que des promesses ont été faites, n'ont pas été tenues. Quel est l'élément qui fait que les Européens ont du mal à s'investir finalement sur ce dossier? Alors d'abord, il faut venir sur le point des promesses. La France est un cas particulier. Pourquoi? Elle ne parle jamais de ses promesses. Elle a assez peu contribué, la France. Non, mais elle ne parle que de ce qu'elle donne. Les Allemands parlent toujours de leurs promesses. Maintenant, allons voir sur le terrain ce qui est arrivé. Et ce n'est pas exactement la même chose. Donc, je crois que derrière le manque de capacité industrielle européen globalement pour fournir beaucoup d'armements, de munitions, etc., il y a aussi derrière les chiffres. Les seuls chiffres qui sont vraiment publiés aujourd'hui, c'est l'Institut Kehl, qui est un institut allemand. Allemand, oui, absolument. Bon. Mais les chiffres sont parfois contestés par moi, je me méfie beaucoup quand un institut allemand dit que l'Allemagne est la première à fournir tout l'armement, si vous voulez. Je rappelle simplement que le chef d'état-major de l'armée allemande, quand la guerre a commencé, a dit « je suis incapable de rien faire ». Le chancelier Scholz a dit « je vais mettre 100 milliards sur la table ». Bon, pour l'instant, on n'en voit pas la production. Donc, je pense que les Européens sont en train de se réveiller, mais ça prend du temps. Alors que du côté russe, non seulement la Russie, à cause de son régime dictatorial, ça va beaucoup plus vite, mais aussi parce qu'elle avait beaucoup d'usines de ce type-là, et aussi parce qu'elle est alimentée par l'Iran, par la Corée du Nord. Donc elle a des gens qui en fournissent et qui avaient des stocks considérables, parce que c'est des pays qui sont pas en guerre, mais pas loin, quoi. Mais 2024 va être vraiment décisive cette fois-ci dans ce conflit. Et on sait qu'il y a aussi une élection importante aux États-Unis. Les Européens se retrouvent face à leur avenir. Il faut qu'ils s'investissent. Oui, alors vous me permettrez, vous parlez à raison de l'élection américaine en novembre. Moi, je vais vous parler de l'élection européenne dans 5 mois. Les Européens, là, doivent s'engager pour une Europe qui veut avoir une défense commune
et qui veut soutenir l'Ukraine. Si on envoie au Parlement européen des partis qui sont contre l'Europe, bon, les dés sont jetés. Si on envoie des partis qui veulent soutenir l'Europe, ça va montrer la cohésion européenne. Moi, j'invite tous nos citoyens à prendre ça en compte. Généralement, les élections européennes, c'est le plus fort taux d'abstention. Il faut que ce taux d'abstention diminue drastiquement, premier point. Deuxième point, il faut s'engager pour des partis qui, eux, prônent l'Europe. Parce que sinon, on ne voit pas très bien ce qu'ils iraient faire à Bruxelles. Pour vous, 2024, ça va être l'heure de vérité, c'est ce que vous dites. Oui, alors il faut rappeler simplement que 2024, c'est l'année où il y a le plus d'élections dans le monde. Il y en a partout. À Taïwan, vous avez cité la Russie, en Russie, aux États-Unis, en Europe et dans les pays européens. Il y a des élections plus la moitié du monde va voter. Oui, exactement. Donc 2024, année décisive. Décisive, soit pour continuer l'effort contre la dictature de M. Poutine, soit pour à un moment dire on n'est pas capable. Vous savez, Thucydide disait il faut choisir, se reposer ou être libre. On n'a pas le choix, il ne faut pas se reposer. Merci Général. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci d'être venu au Figaro répondre à nos questions.